gouvernement participe à l'émergence d'une presse stable, indépendante et professionnelle. Le Premier ministre vient de faire don de 30 millions de francs CFA à l'Association des éditeurs de la presse privée du Mali, une action fortement saluée par les bénéficiaires qui comptent l'utiliser pour renforcer davantage les capacités des journalistes. La coopération sino-malienne plus solide que jamais. Les Chinois honorent leur engagement un mois après la visite du chef de l'État à Tianjin. Une dizaine d'experts séjournent à Bamako pour faire des études de faisabilité dans divers domaines. Dans la chronique santé de ce soir, nous allons parler de la situation du VIH-Sida dans la région de Caille. Selon les statistiques, la prévalence du VIH-Sida a augmenté dans cette région de 0,7% à 0,1% en 2006 et 2014 à cause de certains facteurs. Bonsoir. Ouverture aujourd'hui en Afrique du Sud de la 5e session ordinaire du Parlement panafricain. Le chef de l'État est présent à cette rencontre. À la cérémonie d'ouverture, Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré qu'il engagerait le gouvernement du Mali à prendre les mesures adéquates pour enclencher le processus de ratification du protocole de Malabo dans les meilleurs délais. Autre sujet abordé, la situation sécuritaire de notre pays. Le chef de l'État a déclaré que le dialogue reste la seule alternative. Et nous allons avoir le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Amadou Sankari et Adama Kamara au cours de ce journal. À marge de la session du Parlement panafricain, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré son homologue sud-africain, Jacob Zuma. Entre les deux personnalités, il a été question du renforcement de la coopération entre nos pays, surtout dans le cadre de la sécurité. Je vous propose d'écouter les deux chefs d'État à l'issue de leur entretien au micro de nos envoyés spéciaux. Remercier le président de la République du Mali et le féliciter aussi pour avoir eu cette idée de venir me rencontrer ici, mais aussi le féliciter pour avoir eu cette idée de venir s'adresser aussi au Parlement panafricain ce matin. Cette rencontre tout à l'heure nous a permis de voir la situation bilatérale et de parler des questions bilatérales entre le Mali et l'Afrique du Sud. Nous, en tant que parti sud-africain, nous avons réitéré notre engagement de renforcer davantage ces relations bilatérales entre nos deux pays. Mais je dois dire que j'ai été très heureux d'entendre le président de la République du Mali parler de la situation actuelle à laquelle fait face le Mali. Particulièrement tout ce qui est mis en place actuellement pour justement arriver à résoudre le problème qui se pose au Mali à travers les négociations qui sont en cours actuellement à Alger. Je suis reconnaissant d'entendre cela du président de la République du Mali et ça m'a donné aussi l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'Afrique du Sud à soutenir le Mali dans ce qui est en train de se faire et dans ce qui sera fait pour justement ramener la paix et la stabilité au Mali. Je suis très heureux d'abord de recevoir mon frère ici aujourd'hui et voilà les questions sur lesquelles nous avons eu à échanger. My brother was here and that's what we talked about. Beaucoup de plaisir à rencontrer mon frère Jacob Zuma. Vous savez que beaucoup de choses nous lient. Nous nous sommes retrouvés à New York. Nous avons profité des Nations Unies là-bas pour nous retrouver entre socialistes africains, vous le savez. Donc c'était un frère, un camarade que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Et je n'ai jamais douté du soutien de l'Afrique du Sud au Mali. Et cela réaffirmé aujourd'hui d'une manière forte, mais réconforte. Ici, au Mali, le gouvernement fait don de 30 millions de francs CFA à l'Association des éditeurs de la presse privée du Mali. La remise s'est effectuée aujourd'hui à la primature. Par cette donation, Moussa Mara entend aider à l'émergence d'une presse stable, indépendante et professionnelle. Les explications, c'est avec Al-Husseini Touri. L'Association des éditeurs de la presse privée du Mali a bénéficié en 2009 d'un terrain de 5 hectares devant accueillir une cité de journalistes. Mais c'est seulement en 2014 que les démarches administratives d'attribution de l'eau ont pu être finalisées. Seulement, le terrain-ci à Yirimadio abrite un dépôt d'ordures et une grande partie est occupée par une montagne.
Il ne faut pas moins de 160 millions de nos francs pour viabiliser le terrain. La remise de ce chèque de 30 millions vise à aider à la viabilisation du site. Nous avons engagé le processus d'établissement des titres individuels qui seront disponibles dans les prochaines semaines. Il reste encore des travaux d'aménagement évalués à plus de 130 millions de francs CFA à faire sur les sites qui disposent également de 2 équipements collectifs, une école et un centre de santé, ainsi qu'un dépôt d'ordre de transit. Le geste du Premier ministre vient ainsi traduire l'intérêt du gouvernement pour l'émergence d'une presse forte, responsable et professionnelle, gage d'une bonne démocratie. Nous avons la conviction que pour renforcer notre démocratie, il faut une presse et des médias qui sont forts. Il faut une presse et des médias qui ont de bonnes conditions de travail et qui vont vers la professionnalisation. C'est pourquoi le Premier ministre a estimé que permettre aux journalistes de faciliter l'acquisition ou plutôt leur installation sur les terrains qu'ils ont acquis leur permettrait d'être dans ces conditions-là. Ce geste illustre la volonté des autorités maliennes à faire en sorte que nous ayons une presse forte et nous souhaitons avoir la presse la plus forte d'Afrique. Et nous ayons une presse professionnelle, une presse organisée, une presse indépendante. Parce que nous sommes persuadés que votre indépendance, votre professionnalisme, votre organisation, c'est ce qui garantit le mieux la démocratie dans notre pays. Et sans démocratie, il n'y a pas de pays prospère. La cité des journalistes, selon le président de la CEP, est la propriété de tous les responsables d'organes de presse, quelle que soit leur structure d'appartenance. Des experts chinois sont en visite ici au Mali. Objectif, faire des études de faisabilité dans divers domaines, notamment la rénovation et l'agrandissement du CICB, la construction du centre de formation des métiers du bâtiment et la relance du programme des ressources minières. Pour rappel, cette visite de la délégation chinoise est la suite de celle effectuée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à Tianjin, en Chine, en septembre dernier. Visite au cours de laquelle plusieurs conventions ont été signées entre le Mali et la Chine. Moussa Fane, reportage. Un mois après la signature d'une série de conventions entre le gouvernement du Mali et des entreprises chinoises, les experts chinois sont arrivés pour honorer leur engagement. Ces conventions de financement concernent plusieurs grands projets. Il s'agit entre autres de la construction du centre de formation des métiers du bâtiment à Bamako, la rénovation et l'agrandissement du centre international de conférence de Bamako. Pour le projet de CICB, il doit faire l'investigation ici d'abord et puis il doit rentrer en Chine pour effectuer le gouvernement. On doit faire des plans là-bas en Chine pour le centre de formation. Il va faire son effort pour finir ce travail au plus vite possible. Les responsables de ces différentes structures souhaitent la réalisation de ces projets qui devra donner un nouveau souffle à leur service. Le CCB doit habiliter le sommet Afrique-France en 2016. Nous souhaiterons que la salle 1000 soit agrandie à hauteur de 1500. Et nous souhaiterons aussi l'extension pour recevoir le potentiel humain pour le sommet. Il y a un centre de formation professionnelle dédié au bâtiment, au Mali et au ministère de l'Emploi. Ça va nous permettre de bien former nos ouvriers et ce qui augmenterait la qualité de nos constructions. La relance du programme de développement des ressources minières est aussi concernée par cette première mission chinoise. Il s'agit d'investir dans les domaines des mines, bien sûr. Il s'agit de rétablissement du laboratoire national des mines pour faire de ce laboratoire le laboratoire le plus moderne de la sous-région. Nous attendons de cette visite chinoise le renforcement des capacités techniques et le renforcement également de la coopération entre les opérateurs miniers maliens et les opérateurs chinois également dans ce secteur-là. Durant une semaine, ces experts devront mener des études de faisabilité des projets identifiés. D'autres experts sont attendus dans les jours à venir dans le cadre de plusieurs autres grands projets. Entre autres, la relance de l'usine de thé de Farako à Sikasso, le financement des 9 zones industrielles et d'une centrale solaire de 40 MW à Kati.
Toujours en parlant de l'expertise chinoise, la société China Machinery Corporation va bientôt lancer à Tabakoro les travaux de construction des 24 000 logements sociaux. L'équipe chinoise a eu une séance de travail avec les experts maliens de l'urbanisme et de l'habitat, nous indique Daouda Sidiki Diarra. Quelques semaines après le retour du président Ibrahim Boubacar Keïta de la Chine, une mission de prospection de l'équipe technique chinoise chargée de la construction de 24 000 logements pose ses valises à Bamako pour sceller le contrat. Au cours d'un bref entretien, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rappelé à ses hôtes qu'au lendemain de l'indépendance du Mali, la Chine et notre pays ont cheminé ensemble pour le développement. Après, les experts maliens et chinois se sont retrouvés autour de la table afin d'échanger sur le projet au cours d'une séance de travail. On voudra visiter sur le marché pour savoir la situation des matériaux du Mali. Enfin, on veut faire avancer ce projet. Ce qu'on fait maintenant, c'est sur la communication des études techniques. Faire ça, c'est pour arrêter le contrat. Et une fois on a signé le contrat, on va commencer le financement. Financé par Exim Bank, le projet de construction des 24 000 nouveaux logements sociaux s'exécutera en 3 phases. La première tranche concernera 6 000 logements, la seconde 9 000 et pendant la 3e phase, 9 000 autres logements seront construits. Ce mardi, la délégation visitera le site qui abritera les 24 000 logements à Tabakoro. Au cours de son premier mandat de 5 ans, le président de la République s'est engagé à réaliser 50 000 logements. Et Souleymane Kantara Sissoko nous signale depuis Dakar que le Sénégal a rendu un dernier hommage ce matin aux soldats sénégalais, le sergent Biran Wan, tombé sur le champ d'honneur le 7 octobre dernier à Kidal. La cérémonie d'hommage a eu lieu au camp Dial Diop de Dakar. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Bandaou, qui conduisait la délégation malienne, a décoré le soldat sénégalais de la Croix de la valeur militaire à titre posthume au nom du président de la République. Le ministre de la Communication a visité ce matin l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD. Mahamadou Kamara est venu s'enquérir des conditions de travail des agents de la structure pour une mise en œuvre effective de la politique nationale de communication pour le développement. Garibou Pérou était de la visite. Produire, former et conseiller, ce sont là les différentes missions de l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD. Il paraît important pour le ministre de l'économie numérique de voir comment cette agence se porte aujourd'hui. L'ANCD est le bras armé, l'outil par lequel tous les programmes, tous les projets du gouvernement doivent passer pour faire comprendre à la population, aux partenaires, à tout le monde, qu'est-ce que le Mali veut faire, comment le Mali va le faire, comment il faut le travailler, comment recevoir des financements, la communication pour le développement. Une trentaine d'agents, des salles de montage équipées, une bandothèque entièrement à la disposition de l'État. D'ailleurs, c'est dans ces studios, on se rappelle en mars 2012, après les coups d'État, que se diffusait le journal de la télévision nationale. J'ai constaté que les locaux étaient très agréables, il y avait de l'espace, les conditions de travail sont plutôt bonnes. Il est vrai des choses à améliorer, mais grosso modo, on a une très bonne base. Maintenant, il faut que l'on arrive à convaincre les structures de l'État à travailler davantage avec l'ANCD. L'Agence nationale de communication pour le développement doit travailler en collaboration avec tous les départements en vue d'une meilleure visibilité de l'action gouvernementale. L'ANCD produit annuellement une trentaine de documentaires, une cinquantaine de micro-programmes, sans oublier les sessions et conseils en communication. En tout cas, il y a de l'espace pour tout le monde dans le domaine de la communication pour le développement. Échange entre le ministre des Affaires religieuses et du culte et une délégation de la plateforme de la société civile. Au cours de cette rencontre, l'unicité, l'indivisibilité et la laïcité du Mali ont été soulignées. Cette délégation de la plateforme s'est dit satisfaite de cette audience qui a permis à ses membres de mieux comprendre la position du gouvernement. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Au cours de cette entrevue entre le ministre des Affaires religieuses et du culte,
Thierno Amadou Oumar Asdiallo et une délégation de la plateforme de la société civile, il a été question de la situation difficile que vit notre pays, les contours des rencontres d'Alger et l'avenir de notre pays. Monsieur le ministre, dans son allocution, nous a rassurés que nous pouvons avoir confiance au gouvernement, qu'il y aura un Mali et un Sud. Et nous lui faisons confiance. Cette plateforme de la société civile qui comprend des leaders religieux, des représentants des femmes, des communicateurs traditionnels de l'UNTM avait donc plus besoin d'informations plus précises pour sensibiliser davantage l'opinion publique. Pas d'autonomie, pas de relations, pas d'indépendance. Nous avons réaffirmé, et c'est la volonté du chef de l'État qui a été communiquée à chaque ministre, à chaque responsable qui vont participer à cette négociation, qu'il y a une limite à ne pas franchir. Et que ce que nous avons réclamé en tant que société civile, c'est appliqué à la lettre par ceux qui sont en charge aujourd'hui d'aller négocier avec nos frères qui ont pris les armes. UNTM est prête à accompagner les organisations de la société civile jusqu'au dernier élément de la solution que nous cherchons pour ce pays-là. L'indivisibilité du territoire national, l'unité du Mali et le respect de la laïcité, voilà des aspects indiscutables pour un Mali qui se veut éternel. Travaillons à stabiliser, à maintenir les institutions de la République. Au-delà de ce que nous voyons, renforçons l'unité nationale, renforçons la fraternité, aidons le président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, à passer cette traversée entre guillemets du désert, très difficile pour un patriote. Nous entendons, nous l'écoutons, alors donc, afin que les Maliens et les Maliennes soient rassurés de cette volonté du premier responsable de la République, pour le bonheur des Maliens, pour le respect de l'héritage qui lui a été légué. Cette délégation de la plateforme de la société civile est repartie convaincue désormais de l'ambition du président de la République et de l'ensemble du gouvernement pour un Mali uni, fort et indivisible. L'information et la mobilisation des cadres des régions sur les opérations d'achèvement du RAVEC et l'organisation des élections communales et régionales se poursuivent. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré ce matin les cadres de la région de Caille, le général Sada Samaké, qui a également remis des véhicules à la gendarmerie, à la police et à la garde nationale d'une valeur de 2 790 000 de francs CFA, a invité les cadres de la région de Caille à s'impliquer pour la réussite du RAVEC. Envoyés spéciaux, Djeli Maranjabate et Mamari Kouni. C'est un véritable exercice d'évaluation du contrat de performance de son département que s'est attelé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Sada Samaké et ses collaborateurs sont venus échanger avec les responsables des services relevant de son département sur les réalités du terrain. Au terme de l'exercice du jour, il s'agit de dégager des solutions aux préoccupations et envisager les perspectives conformément aux orientations du chef de l'État. Le contrat de performance du département de l'Intérieur et de la Sécurité s'articule autour d'un certain nombre d'actions comme la lutte contre la corruption, la mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la décentralisation, la réforme du processus électoral ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens. Sur ce dernier point, le ministre a apprécié l'effort consenti en première région. Je sais que votre région connaît une insécurité qui prend chaque jour de nouvelles proportions. J'ai apprécié les initiatives régionales mettant toutes les forces, police, gendarmerie, garde nationale et l'armée en synergie et qui ont bénéficié de notre appui qui se poursuivra. Les opérations de sécurisation des populations et leurs biens menées dans les cercles de Kéniéba-Kita et Nioro du Sahel ont abouti à de bons résultats. La rencontre a été ponctuée d'exposés sur les élections communales, le renouvellement des conseils des villages, la vie administrative, l'achèvement et la pérennisation du RAVEC. Nous avons lancé le 1er octobre 2014 les opérations d'achèvement du RAVEC à Sikasso. Progressivement, elles s'étendront à l'ensemble du territoire et à l'extérieur. Je vous convie tous à œuvrer pour la réussite de ces opérations capitales pour le devenir de notre pays, notamment l'extraction d'un fichier électoral fiable pour l'organisation des élections communales
et régionales prochaines. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est ensuite rendu dans 2 centres d'enrôlement. Constat, les opérations se déroulent normalement. Dans le cadre du renforcement des capacités des forces de sécurité, le ministre a remis 9 véhicules pick-up d'une valeur de 270 millions de francs CFA aux services régionaux de la gendarmerie, de la police et de la garde nationale. Ces services ont reçu chacun 3 véhicules. Auparavant, le général Sada Samake a eu un entretien avec l'administration, les forces de sécurité et les notabilités. Celles-ci ont fait des bénédictions pour le pays. Avant de quitter Kaï, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a animé une conférence de presse, occasion pour le général Sada Samake de fustiger le mauvais comportement de certains agents de sécurité. Lancement en 4e région du programme national d'empoisonnement par le ministre du Développement rural Boukari Treta. Pour cette campagne, 200 cages flottantes seront placées dans les cours d'eau de l'Office du Niger. Coût de l'opération, plus d'1 milliard de francs CFA. Quand d'ici là, correspondance. Remise de matériel de pêche par le ministre du Développement rural, mise en place des allées dans des cages flottantes à Sekoro et au Pointa, en zone Office du Niger. Ce sont quelques activités du lancement du programme national d'empoisonnement 2014-2015. Nous avions un programme à la hauteur de nos moyens. Et c'est pourquoi nous remercions très sincèrement M. le Premier ministre. Parce que la dernière fois en tournée ici, avec ces moyens, nous avons installé quelques cages et nous avons procédé donc à la récolte de l'une des cages en sa présence. Et le Premier ministre a annoncé mettre à notre disposition une enveloppe de 1 milliard pour installer 200 cages. De façon générale, la production nationale attendue au cours de la campagne est de 2500 tonnes de poissons frais, la création de 2000 emplois, dont plus de 1000 emplois directs pour les jeunes. Les premières expériences de cases flottantes dans les zones de production de l'Office du Niger illustrent à suffisance toute la pertinence de cette initiative, avec 4 tonnes de poissons récoltés par cage pour une valeur marchande de 8 millions de francs CFA pour 10 jeunes au bout de 6 mois. Si par cage, nous sommes à mesure de faire des récoltes de 4 tonnes à 6 tonnes, si on prend également une moyenne de 5 tonnes, vraiment donc pour 200 cages, ça fait au moins 1000 tonnes de poissons en production en supplément aux quantités de poissons qui sont produits dans la zone Office du Niger. On note qu'en termes de prévision, l'Office du Niger mise sur une production de 20 224 tonnes de poissons au cours de cette campagne pour une valeur de plus de 40 milliards de francs CFA. Une opportunité que les jeunes entendent saisir, une assurance de leur porte-parole et de plusieurs intervenants à Sekoro et Pointa. Lancement à Djouila du projet de réalisation d'infrastructures sanitaires et d'équipements de soins dans les écoles fondamentales du Cercle. D'un investissement de plus d'1 milliard, l'initiative est au profit des élus de la nation avec le concours de leurs partenaires. Nos envoyés spéciaux à Djouila sont Lamine Keita et Brahima Koulibaly. Le projet Initiative, une école, une unité de premiers soins, un point d'eau, qui vient de voir le jour, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la santé scolaire à Djouila. Il permet également de lutter contre le chômage. Les enfants ont d'énormes problèmes pour leur prise en charge médicale. Donc nous avons jugé utile cette année d'en construire au moins 100 dans le cercle de Djouila. Donc en plus de la construction de l'infirmerie, nous construisons des salles de classe, une direction, un bloc de 4 latrines, un château d'eau équipé d'une pompe solaire. C'est un rêve qui se réalise dans un cercle buté à de sérieux problèmes d'infrastructure. Le projet Initiative, une école, une unité de premiers soins, un point d'eau, est une réponse aux préoccupations du cercle de Djouila et s'inscrit en droite ligne dans les grandes préoccupations du programme du président de la République. Ce projet nous comble de joie. Le cercle de Djouila, qui connaît son envergure aujourd'hui, qui connaît les potentialités que renferme ce cercle, qui connaît les besoins urgents au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, et qui connaît également le nombre de populations dans le besoin
Après le lancement des activités, une signature de convention entre les élus et les partenaires techniques et financiers a officialisé la mise en œuvre du projet. Célébration de la Journée internationale de la fille à Tombouctou, le mariage précoce et ses effets néfastes. C'est le thème débattu. Il ressort que la fréquence des mariages précoces est élevée dans la région de Tombouctou. Tenez-vous bien, 58% des femmes enquêtées se sont mariées à moins de 18 ans. La conférence est initiée par l'Association malienne pour la survie au Sahel. Le reportage de Yéa Tanzila. Le mariage précoce et ses effets néfastes, c'est le thème retenu cette année. C'est pourquoi l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, en collaboration avec la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et leurs partenaires financiers, l'aide de l'Église norvégienne, ont bien voulu, à travers une conférence débat marquée ce 11 octobre. Il ressort que la fréquence des mariages précoces est élevée dans la région de Tombouctou. 58% des femmes enquêtées se sont mariés à moins de 18 ans, 39% entre 15 et 17 ans et 19% à moins de 15 ans. Les mariages précoces affectent gravement la santé et le bien-être des filles. Ils constituent en même temps un obstacle à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles. L'accent a été mis sur les priorités gouvernementales, d'où l'existence d'une structure en charge de la question de l'enfant et de la famille. Le mariage précoce compromet l'atteinte des objectifs de développement établis par les gouvernements et consignés dans les programmes de développement nationaux, régionaux et internationaux et aux politiques stratégiques de réduction de la pauvreté. Cet état de fait montre que la lutte contre le mariage précoce est un facteur de lutte contre la pauvreté. C'est le 19 décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution fixant le 11 octobre 2012 comme journée internationale des droits de la fille. Et quand on parle des filles, on parle des femmes. Les 5 lauréates du prix Women for Change ont été sélectionnées. Parmi les élus figure notre compatriote Mariam Sidibé du Centre d'appui à la scolarisation des filles. Le prix Women for Change, organisé tous les 3 ans par la Fondation Orange France, récompense les femmes africaines engagées pour la promotion et la défense des droits des femmes et des enfants dans leur pays. Du 15 septembre au 15 octobre aura lieu le vote pour désigner la première lauréate parmi les 5 pays retenus. Pour retenir donc la lauréate malienne Mariam Sidibé comme première des 5 lauréates, le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille invite les Maliennes, les Maliens et tous les sympathisants du Mali à voter au www.fondationorange.com/Women for Change. Un mot de politique. Le parti Alliance pour le Mali, APM Maliko, a effectué hier sa rentrée politique 2014-2015 à Yirimajor. Les délégués sont venus de Bamako et de l'intérieur du pays et de la Côte d'Ivoire. Les responsables de la jeune formation politique ont expliqué la vision du parti aux militants avant de les inviter à resserrer les rangs pour gagner l'élection législative partielle de Yorosso. Boubacar Sissoko. Cette rentrée politique 2014-2015 du parti Alliance pour le Mali APM Maliko est une véritable démonstration de mobilisation du parti. Les délégués sont venus de l'intérieur du Mali, du district de Bamako et de la Côte d'Ivoire. Le parti APM Maliko est né en janvier 2014. Voilà qu'il vient d'enregistrer l'arrivée massive des militants de l'Alliance démocratique pour le changement et l'alternance au Mali, ADCAM. Comme pour dire que la valeur n'attend point le nombre des années. La coordination APM Maliko en commune 6, pour sa part, faisant sien la vision et les objectifs du parti, prend l'engagement ferme de tout mettre en œuvre afin que notre bébé qui est né avec ses 32 dents puisse rayonner davantage au firmament des partis politiques de notre commune. Outre la diffusion de la vision de la formation politique APM Maliko, les dirigeants ont invité leurs militants à s'investir pour élire leurs candidats à l'élection législative partielle de Yorosso. Ils leur demandent également de réaliser un bon résultat lors des municipales à venir. Notre parti est implanté sur toute l'étendue du territoire. Quand nous le disons souvent, y compris à Kidal et à Tessalit, il y a certains qui sourient.
mais c'est la vérité que nous sommes installés sur toute l'étendue du territoire. Notre parti se particularise par deux aspects. C'est d'abord le mode de gouvernance, le directoire. Et nous pensons que nous devons inviter tous les Maliens à avoir confiance en eux-mêmes. Cette rentrée était d'ailleurs l'occasion pour présenter aux militants le candidat du parti à l'élection législative partielle de Yorosso. La formation Toastmaster, ce sera bientôt pour permettre aux jeunes d'affirmer leur leadership et aussi de bien communiquer. En termes de perspective, c'est aussi les élections partielles de Yorosso. Nous sommes candidats et c'est là où nous allons certainement tester également notre vision et notre façon de faire. Et perspective encore un peu plus lointaine, c'est les municipales de 2015 et les régionales de 2015. Les responsables de APEM Maliko se disent convaincus que le développement durable passe par la reconnaissance du mérite et la culture de l'excellence. C'est pourquoi leur vision politique demeure par nous pouvons. Et vous pourrez suivre après ce journal le message de campagne du candidat du parti APM Maliko. Ce message sera suivi de la rediffusion de celui du candidat du parti URD suite à la diffusion tardive du dit message hier. Et toujours par rapport à cette campagne, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État, Abdoulaye Sidibé, invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mardi 14 octobre 2014 pour l'enregistrement de leur message de campagne. Joël Goïta, 9h du parti Sali, 9h30, Baba Boubacar Keïta, ADP Maliba. Le Mali, à l'instar des pays membres de l'Organisation internationale de normalisation, célèbre demain 14 octobre 2014 la journée mondiale de la normalisation, occasion pour le ministre de l'Industrie et de la Promotion des investissements de livrer un message relatif aux avantages qu'apportent les normes dans l'économie des marchés et dans la prospérité des affaires publiques dans notre pays. Écoutons Moustapha Ben Barka, il est au micro de Fadé Keïta. Le thème retenu cette année est les normes créent des règles du jeu équitables. Conçues pour saluer le travail de milliers de personnes qui, à travers le monde, élaborent des normes d'application volontaire pour asseoir le progrès et la prospérité de nos sociétés. La commémoration de cette journée est également un moment privilégié pour réfléchir aux avantages que nous apportent les normes dans notre vie de tous les jours, dans l'économie de marché et surtout dans la bonne marche des affaires publiques. Opérateurs économiques, industriels, structures de l'administration, notre époque connaît de profonds changements sur tous les plans. Les interdépendances entre économies n'ont jamais été aussi fortes. De nos jours, les produits proposés aux consommateurs sur les différents marchés ne sont plus manufacturés dans un seul et même pays, mais le fruit d'une mondialisation accrue. Avant d'atterrir dans le panier du consommateur, ils transitent par différents pays où ils se constituent peu à peu en gagnant en valeur ajoutée. Pour les petites et moyennes entreprises qui mettent en œuvre des normes internationales, il est plus facile d'obtenir la certification, de faire face à la concurrence et de vendre leurs produits partout dans le monde. Ainsi, les normes internationales permettent aux PME d'intégrer les chaînes de valeur mondiales et de profiter au mieux au transfert de technologies. Les pays qui ont intégré les normes internationales dans leur politique et leur réglementation peuvent mieux protéger leur population et leur assurer un plus grand choix de produits de qualité. Dans un monde multipolaire où l'influence et le poids économique croissant des économies émergentes déplacent l'équilibre des forces, les normes internationales stimulent le commerce, lèvent les obstacles artificiels au commerce et aident à créer des règles du jeu équitables. Les entreprises, les industries et les économies deviennent aussi plus compétitives. Car les exportations sont facilitées et la diversification est stimulée au niveau national comme au niveau international et la croissance économique se porte mieux. Je vous le disais en début de ce journal, le chef de l'État est en Afrique du Sud. Il prend part à la 5e session ordinaire du Parlement panafricain. À la cérémonie d'ouverture, Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré qu'il engagerait le gouvernement du Mali à prendre les mesures adéquates pour enclencher le processus de ratification du protocole de Malabo dans les meilleurs délais. Autre sujet abordé, la situation sécuritaire de notre pays. Le chef de l'État a déclaré que le dialogue reste la seule alternative. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré et Adama Kamara.
à la 5e session ordinaire du Parlement panafricain un invité d'honneur. Il s'agit du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette invitation du chef de l'État coïncide également avec le 10e anniversaire de la création de cette institution. Dans son discours, le président Keïta a tenu à rendre hommage à l'icône de la paix, Nelson Mandela, à travers lui, tout le peuple sud-africain. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer au nom du peuple du Mali la mémoire d'un grand Africain, de Nelson Mandela. Ce digne fils du continent a su, dans sa grande sagesse, imprimer à la marche de l'humanité ses idéaux de tolérance et de paix. Il a su conduire et faire aboutir le combat noble et juste de votre peuple, du peuple sud-africain. Il a ainsi aidé à construire la nation arc-en-ciel dont chaque Africain est fier aujourd'hui. Son action a conduit aux gains énormes enregistrés pour la lutte pour l'égalité, la liberté et la justice sociale. Nous devons ensemble approfondir les résultats de ces actions. S'agissant du Parlement panafricain, le chef de l'État a laissé entendre que cette institution, en 10 ans de parcours, a réalisé un travail remarquable. Mais toutefois, des efforts sont à faire et sur le sujet, il a engagé le gouvernement du Mali à prendre des dispositions pour la ratification du protocole de Malabo de 2014 relatif à l'élection des membres du Parlement au suffrage universel, à l'instar des parlementaires du Parlement européen. Je voudrais saluer cette remarquable avancée qui est le fruit d'un long travail de plaidoyer et d'une opiniâtre bataille pour une meilleure gouvernance de nos institutions africaines. Cette bataille, nous l'avons menée ensemble dès les premières années de la création du Parlement panafricain, dans le but ultime de mieux prendre en charge les aspirations profondes pour les populations africaines. Que de chemin parcouru! Je puis témoigner aujourd'hui de la contribution active des honorables députés africains dans ce positionnement heureux de l'Union africaine. En effet, dès les premières heures, j'ai pu observer en tant qu'ancien parlementaire et membre du PAP la richesse et la qualité de nos débats sur les divers sujets, parfois graves et urgents, souvent multiples et spécifiques à l'Afrique, qui tous préoccupent les peuples du continent et au-delà. Si l'on doit se féliciter de l'élargissement des compétences du Parlement panafricain, tel que stipulé dans le protocole de Malabo, il n'en demeure pas moins que la ratification du dit protocole et sa mise en vigueur sont des défis à relever. À ce jour, la plupart des États membres ne l'ont ni signé ni ratifié, mais je suis convaincu que cela ne saurait tarder. Pour ma part, j'engagerai le gouvernement du Mali à prendre les mesures adéquates pour enclencher le processus de ratification dans les meilleurs délais. De même, soyez assurés de ma disponibilité totale à poursuivre le plaidoyer du Parlement panafricain auprès de mes pairs, étant des vôtres, me considérant comme tel encore aujourd'hui. Dans son intervention, le chef de l'État n'a pas passé sous silence la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne et particulièrement au Mali. Notre continent fait face à des défis d'une actualité brûlante. En effet, le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et les conflits armés sont autant de défis et de menaces pour la paix, la stabilité et la sécurité dans les différentes parties de notre continent. Nous ne pouvons y faire face qu'en unissant nos efforts. Vous savez certainement que depuis plus de 2 ans, une grave crise sécuritaire secoue les régions nord de mon pays. Il s'agit d'une crise sécuritaire initialement au relent identitaire, mais en réalité, cette crise se trouve entretenue par un terrorisme rampant, dont l'impact se fait sentir sur l'ensemble des pays de la zone sahélo-saharienne. Le constat actuel est que la marche vers la paix n'est pas du goût des groupuscules terroristes. Ils se cachent derrière les acteurs visibles sur le terrain
et ils alimentent régulièrement la recrudescence des hostilités par des actes lâches et terroristes. Malgré les coûts humains, matériels et sociaux de ce drame, nous restons confiants que la solution effective pour le retour à une paix durable et globale reste la voie du dialogue. Enfin, les parlementaires sont engagés à accompagner le président Keïta dans ses actions pour une paix durable au Mali. Je vous invite à présent à suivre quelques réactions de parlementaires à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux. Nous avons retenu la solennité, la générosité, mais également l'esprit d'ouverture. Et ce que nous avons retenu comme enseignement. Et je crois que son discours a été révolutionnaire dans un certain sens, dans la mesure où que cela nous a permis de nous de reconsidérer la mission même du pape et de tout faire, de ménager aucun effort quand même pour booster quand même ce pape-là vers les sommets du développement. C'est un signal fort. Il nous a lancé un message codé. C'est à nous de le décoder. C'est-à-dire que maintenant nous devons nous unir davantage. Nous devons créer des plages de collaboration afin quand même de lutter, de faire disparaître le terrorisme dans nos pays. Au niveau de notre délégation, nous étions d'abord contents lorsqu'on nous a annoncé que le président du Mali va être l'invité d'honneur. Donc de ce point de vue, nous sommes fiers qu'il ait pu dégager un temps pour venir honorer donc, le Parlement panafricain. Lui-même était un ancien membre du Parlement panafricain. Nous avons suivi son discours et nous avons surtout aimé son charisme, mais aussi son panafricanisme. Il a annoncé donc pour le Mali donc une vision très claire et nous sommes contents de cette vision. Nous sommes contents aussi du fait qu'il continue d'œuvrer pour que le Parlement panafricain puisse en tout cas continuer à jouer son rôle, surtout le rôle qu'il doit jouer en tant que Parlement des peuples africains. Mais nous avons retenu surtout sa capacité à mettre en avant le dialogue. Le dialogue dans le sens de comprendre que le Mali est un pays unique et indivisible. Et nous savons que le peuple malien est un peuple tolérant. Le dialogue peut aider à trouver la paix et la sécurité au Mali. En tant que Malien, je suis très honoré que le président du Mali soit l'invité d'honneur de ce Parlement. C'est un Parlement qui a beaucoup d'ambition pour l'Afrique. Et je crois que si nous voulons une Afrique unie, une Afrique en paix, il faut que le Parlement soit conforté et que les chefs d'État invités acceptent de venir. Et je crois que c'est une très bonne chose et il faut féliciter le président d'avoir pu trouver de son temps pour venir. Je pense qu'il a fait un discours très fort et il a surtout attiré l'attention sur le mal aujourd'hui de l'Afrique, c'est sur le terrorisme. Et je crois que de ce côté-là, il ne peut qu'avoir le soutien de l'ensemble des parlementaires. C'est un mal très grave, c'est un mal aujourd'hui qu'on ne peut pas qualifier. Je crois qu'il mine tous les efforts de développement qui sont faits dans nos pays et surtout qui hypothèque très gravement l'avenir de nos enfants. Et je crois que c'est un discours qui a porté, j'espère vraiment que le Mali aura le soutien de tous les parlementaires ici présents. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 5e session ordinaire du Parlement panafricain avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankari et Adama Kamara. La commission ad hoc chargée de l'organisation des matchs internationaux a tenu un point de presse au siège de la FEMAFOOT. Objectif, partager les mesures prises pour ce match Mali-Éthiopie prévu pour ce mercredi au stade du 26 mars à partir de 18h. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba. Toutes les mesures sont prises pour que cette rencontre Mali-Éthiopie se déroule bien. Comme le premier match, la commission ad hoc chargée de l'organisation est à pied d'œuvre. Ainsi, nous avons pris les dispositions suivantes qui sont presque les mêmes, mais améliorées en corrigeant certaines erreurs. Tous les billets et cartes sont payants, à l'exception des journalistes détenteurs de cartes de presse nationale, d'anciens internationaux de football, les arbitres internationaux, les entraîneurs. Tous doivent être munis, bien sûr, de leurs cartes et ils ne seront autorisés qu'au niveau des chaises bleues ou des gradins et pour la presse au niveau de la zone presse. Les porteurs d'uniforme en tenue peuvent accéder aux chaises bleues avec les billets de 1000 francs. Donc,
Et aussi, avec les tickets de 500 francs, ils peuvent accéder au gradin A et C avec leur tenue et ils seront orientés par la police militaire à cette fin. Nous avons pris des dispositions déjà depuis l'arrivée des aigles qui ont été bien escortés à Kabbalah, qui sont en train d'être sécurisés actuellement par la gendarmerie. Et le jour du match, vous remarquerez que sur les grandes artères, les édifices publics seront également sécurisés par nos forces. La circulation également, à la fin du match, sera interrompue à un moment et cette circulation sera gérée par la police de la circulation routière qui s'attellera afin que tous les spectateurs puissent rentrer à la maison dans la plus grande quiétude. Les billets vont de 500 à 7500 francs CFA. Mali-Éthiopie est prévu pour ce mercredi au stade du 26 mars à partir de 18h. Le stade sera ouvert 3 heures un peu plus tôt, soit à 15 heures. Et plus de détails sur ce match et autres actualités sportives dans le magazine sportif de ce soir avec Koji Sibi. La chronique santé s'intéresse ce soir à la situation du VIH-Sida dans la région de Kayes. Selon les statistiques, la prévalence du VIH-Sida a augmenté dans cette région de 0,7% à 0,1% entre 2006 et 2014 à cause de certains facteurs. Notre équipe des reportages est allée en savoir davantage au Haut Conseil régional de lutte contre le VIH de Kayes. Jessira Dambélé, Idrissa Traoré. Dans la région de Kayes, la prévalence du VIH-Sida est passée de 0,7% à 1% entre 2006 et 2014. Cette année, on y dénombre encore plus de 1600 personnes vivant avec le VIH suivies par les structures socio-sanitaires, alors qu'environ 0,94% des femmes enceintes testées étaient séropositives. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs selon les autorités régionales. Nous avons une région traversée par 3 routes internationales, dont 2 nous relient au Sénégal et une à la Mauritanie. Donc, vous savez, aussi nous avons une population assez jeune, plus de 46% de la population ont moins de 15 ans, et aussi une forte mobilité de la population, comme c'est connu, même à travers le monde, que Kayes est une région pourvoyeuse d'immigrés. Nous sommes une région aurifère, comme vous le savez, et nous avons au minimum 5 grandes mines industriels et des dizaines, plus de 70 sites d'orpaillage traditionnels qui sont recensés au niveau de la région. À cela s'ajoutent les pratiques sociales néfastes, les grands chantiers du développement. Les sites d'orpaillage constituent une épine à part dans le pied du système sanitaire avec ses particularités. Ces sites d'orpaillage traditionnels, ce sont des sites improvisés et dans des endroits dépourvus de toute structure socio-sanitaire. Donc, il n'y a pas d'offre de services de soins, de prévention au niveau de ces sites. C'est ce qui fait que ces sites sont des sites dangereux par rapport à la transmission du VIH, à la propagation du VIH dans la population. La lutte contre le VIH-Sida connaît quelques difficultés liées à la mobilisation des ressources, à la crise que vit le pays et aux ruptures d'intrants liées à la planification et à la gestion. Mais des efforts sont fournis pour faire face aux besoins de la population. Et notamment la multiplication des sites de prise en charge. La région, nous sommes à 10 sites aujourd'hui, dont plus de la moitié font en même temps la prise en charge des adultes, mais également la prise en charge pédiatrique aussi, c'est-à-dire pour les enfants. Et nous avons plus de 31 sites de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Au niveau de la région, le leadership de la lutte contre le VIH-Sida est assuré par le gouverneur. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, Rachel Tessougué. Tout à l'heure, la météo avec Abibatou Diakité. Dans la soirée, retrouvez Mohamed Touré dans le JT des formations. Je vous dis à demain, même heure, même plateau. Et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.